Rendez-vous est donné sur Alliance 92 et Ambaro, l'émission que vous attendez, comme d'habitude, le mercredi, avec rediffusion le dimanche. Ambaro reçoit ici Radio Barlal. Bonjour à vous. Oui, bonjour et bonjour également à nos très chers auditeurs en cette journée du 9 mai 2018. Alors, comment allez-vous? Comment voyez-vous les choses? Donc, je pense que j'invite d'abord tout le monde à voir au-delà des apparences, c'est-à-dire essayer de voir plus clair, d'être assez lucide par rapport à la situation qui prévaut dans le pays. Et pour cela, je pense que il vaudrait mieux, à mon avis, appeler la sagesse pour que chacun puisse voir clair dans ses opinions, pour éviter tout débordement. Vous dites sagesse, c'est le mot d'esprit du simple citoyen et de Madagascar, du malgache en soi, mais actuellement, quand même, ça fait depuis près de 15 jours, plus même, que ça s'échauffe de part et d'autre. La population souffrante, les hommes du pouvoir qui résistent, l'opposition qui clame, tout cela fait un arrêt sur image quand même assez désolant si l'on voit la situation. Et d'ailleurs, il y a l'alerte aussi des économistes et comme des opérateurs. Oui, mais il fallait s'y attendre. Hein. Vous savez pertinemment qu'on ne récolte que ce qu'on sème. Donc aujourd'hui, je pense que le pouvoir actuel récolte ce qu'ils ont semé. On sait pertinemment qu'il y avait toujours des clashs. On sait pertinemment également que durant les élections de 2013, si on revient à ce qui s'est réellement passé, on sait pertinemment qu'il y avait la feuille de route qui nous avait dicté le Nini. Et le président actuel, Erazona Mapian, est sorti vainqueur, en sachant pertinemment que la base qu'il avait élue, qu'il a ramenée à la tête du pays, est une base prêtée, je dirais, par le MAPAR de Andrazuil, le parti TGV de Andrazuil. Donc cette base aujourd'hui, après le non-respect de l'article 54 de la Constitution, sur la nomination du Premier ministre, qui normalement devrait revenir au parti, au clan Rajuil, moi je pense que le président lui-même a coupé l'arbre sur lequel il était assis. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, c'est ce que vous voulez dire? Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, et puis il y avait quand même une issue de secours. Hein. Je pense qu'on sait, de vous à moi, que le retour de l'ancien président exilé Ravalman aurait pu être une issue de secours pour le président Radzona Mapian, mais on sait tous aujourd'hui ce qu'a enduré la société de l'ancien président, la société Tico Tripelé. C'est également qu'il n'a pas pu commémorer ces 15 années de son parti. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, il s'est attiré lui-même la foudre. Donc moi je pense qu'il récolte ce qu'il a semé. Hein. Oui, alors ailleurs, au pays d'Afrique, c'est l'année des élections, il y a eu des chamboulements, il y a eu des chocs, il y a eu tout ce que l'on veut, mais on est retourné dans un cadre législatif clair, dans une constitution améliorée, mais pour le cas de Madagascar, jamais on n'a parlé autant de constitution que cette année 2018. Vu les élections électorales uniquement, on doit se contenter de cela ou... Moi, à mon avis, déjà quand j'avais vu le décret émis par l'autre cour constitutionnelle, donc récemment, qui avait débouté quand même les 75 ou 79 députés qui ont fait voter cette loi électorale, au vu de la Constitution, s'il y a une chose aujourd'hui va falloir peut-être réviser à Madagascar, c'est surtout la compréhension du simple citoyen lambda de la loi qui prévaut au sein même de cette société. Quoi qu'on puisse parler d'éducation civique ou autre, cette loi n'est pas comprise par tous. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal que les gens ne connaissent même pas leurs droits. Et comme on dit très souvent, la liberté de chacun s'arrête quand là où tu empiètes la liberté des autres. Donc, comment veux-tu connaître la liberté des autres? Tu connais même pas ta liberté à toi, et bien évidemment, il est tout à fait. Moi, je pense que s'il y a tout un système, c'est avant tout au peuple, parce qu'il appartient au peuple. Hein. Quand on veut parler de démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il appartient au peuple d'ériger, je pense, un système qui puisse régir, un moyen de pouvoir vivre ensemble, parce que c'est là même, je pense, le fondement de tout texte législatif. C'est ce qui
Nous avons eu auparavant ce qu'on appelait les 101 lois coutumières. Hein. Ouais. Et quand ça a régi une société où vraiment, quand même, on savait, chacun savait la place qu'elle occupait au sein même de la société. Mais aujourd'hui, on a ce manque de repères qui fait que chacun va là où il ne devrait pas aller et là où il ne devrait pas être. Donc, chacun empiète sur la plate-bande de l'autre. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal que cette société part en vrille et en vrac. Alors, vous avez justement dit, on manque de repères, mais il y a aussi la mondialisation qu'il faut tenir compte. Alors, on a tellement vécu le mot lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, des jargons d'ailleurs. Et où se trouve alors Madagascar par rapport à tout cela qui a entraîné quand même des choses contraires par rapport à cette bonne gouvernance, par rapport à cette lutte contre la corruption, si l'on entend ce qui se dit actuellement. Vous savez, Mme Priska, moi je suis toujours étonné. Il y a des gens peut-être au sein des Nations Unies ou autres qui, peut-être tous les ans, hein, vous avez vu qu'il y a des termes. Hein, peut-être les termes en vogue aujourd'hui, c'est redevabilité, durabilité, développement durable. L'année dernière, c'était des termes comme la résilience. La résilience. Aujourd'hui, on parle d'élections libres, transparentes, développement durable. Tout cela, je me demande qui sont ces gens qui inventent ces termes-là. Et je pense que Madagascar fait partie de ces pays pauvres où sur l'échiquier mondial ne pèse pas trop lourd. Donc c'est un peu le bon élève de la communauté internationale. Donc dans tout dossier, il faut faire apparaître ces termes-ci, ces termes-là, pour essayer d'avoir un financement au niveau des PTF. Donc, pour autant que ce ne sont que des projets de bonnes intentions, hein, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est une coquille vide. Et l'effectivité même de ces projets n'apporte en rien un développement pour le pays. Sauf que c'est des termes qu'on essaie de mettre en vogue et voilà, et ça reste là. C'est fort ce que vous avez dit, c'est pour avoir des financements, mais n'empêche, si l'on parle aussi de financement, jamais Madagascar a été aussi sollicité pour être accueilli à Madagascar à travers toutes ces coopérations bilatérales de par tout le monde d'ailleurs. Comment doit-on prendre cela? Moi, je n'ai pas allé loin, j'ai juste prendre le sommet de la francophonie qui s'est tenu à Madagascar. Il y avait pas mal d'investissements. Certes, c'est le pays malgache qui avait demandé à ce qu'on organise à Madagascar le sommet de la francophonie, je peux le reconnaître. Pour autant qu'il y a quand même eu des investissements énormes, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructure, et qui aujourd'hui, je pense, n'a même pas eu les impacts espérés sur l'économie du pays. Donc, on avait organisé peu après le sommet de la francophonie, la conférence des bailleurs à Paris. Si je ne me trompe pas, il y avait une somme, quelque chose comme 10 milliards de dollars qui était prévu être investi à Madagascar sur cette somme faramineuse. Je pense qu'aucune aujourd'hui n'a été réellement investie. Madagascar, il faut le reconnaître, et aujourd'hui, je pense pendant 2 années, le président même de l'OIF. Ouais. Et aujourd'hui, force est de constater que où est-ce qu'elle est la francophonie par rapport à ce qui se passe réellement au sein de... Et on parle de solutions malgache-malgache. Voilà, exactement. Alors? Donc pour moi, j'avais émis peut-être une publication sur les réseaux sociaux. Ce qui me déplaît à Madagascar, c'est qu'aujourd'hui, les malgaches, surtout les politiciens, ils veulent toujours, quand il y a des conflits de ce genre, une solution malgache-malgache. Pour autant qu'on sait tous que tous ces gens-là, opposition ou ceux qui sont au pouvoir, accourent vers les ambassadeurs ou autres, la communauté internationale pour faire des délations, pour dénoncer ceci ou cela. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on dépasse ce stade de paternalisme à Madagascar, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette nation est là où elle est, une économie qui s'aligne avec des pays en guerre. Il faut reconnaître que Madagascar est le 5e pays le plus pauvre, et les 4 pays qui sont derrière sont tout juste des pays en guerre. Donc on a une économie de pays en guerre aujourd'hui, quand on n'est pas encore connu réellement de guerre ni de guerre civile à Madagascar. Donc le gros de la chose, c'est qu'il faut que Madagascar puisse dépasser ce stade de paternalisme, peut-être imposé par la France, je ne sais pas, peut-être imposé par la communauté internationale. Il faudrait qu'on prenne en main réellement notre économie. Oui. Il a été toujours dit qu'on ne prend jamais leçon de l'histoire
tout compte fait, l'histoire se répète, non? Mais avec modernisme, avec technologie, avec des politiciens d'antan et politiciens d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu évolution de nos politiques selon vous? Je vais peut-être, Madame Prisca, vous répondre par cet adage qui dit qu'on ne peut pas faire du neuf avec des vieux. Donc aujourd'hui, c'est toujours ces vieux dinosaures qui accourent et qui a distribution de places à gauche et à droite pour être ministre, pour être Premier ministre. Vous verrez que tous ces dinosaures vont apparaître d'ici peu. Il y aura des mouvances qui vont se créer, des mouvances qui ont déjà perdu vraiment, qui ne pèsent plus au niveau même des rapports de force au sein de cette nation. Mais que moralement, tant qu'ils sont vivants, parce que le gros du problème à Madagascar, c'est cette personnification. Il faut savoir que tous les partis politiques créés à Madagascar avaient donné toujours cette image de personnification du leader. Et jusqu'ici, il n'y avait aucun parti, à mon avis, qui vraiment s'articule autour d'une idéologie reconnue mondialement. D'où le fanatisme? Moi, je pense que c'est du fanatisme. Et tous ces partis-là, pratiquement, sont amenés à disparaître quand leur leader disparaît. Sinon, moi, je suis sûr que ça sera le clan Safi Alper va subir cela. On a vu le leader Fanil, qui connaît une scission actuellement. Je pense que si ça continue, le TIM, le MAPAR, le TGV et autres, et on arrivera à 2030, 2040. Ça sera toujours le même topo. Sera le même. Ça sera toujours les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il faut savoir, tant qu'on aura toujours ce problème de personnification, tant qu'on n'aura pas vraiment, si le développement du pays s'articule autour d'un projet de société, d'un programme de gouvernance, je pense qu'il y aura continuité dans ce pays. Parce FFKM. Vous me parlez de FFKM, il faut savoir que du temps de l'avènement du président de la transition, André Rajoelina, le FFKM a joué un rôle quand même assez important du moins dans le microcosme politique à Madagascar. Donc que ce soit le protestantisme ou le catholicisme, parce que c'était des acteurs très présents. On était quand même au bord d'un clash au niveau de l'Église. Donc je pense que ce n'est plus à rééditer, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, qu'il faut quand même prendre des leçons du passé. Le FFKM, en véritable Rayamandjin, devrait se positionner en véritable médiateur et donc ne pas avoir de parti pris dans le dénouement de cette situation. CFM. Moi je dis que c'est une institution à dissoudre. Je ne vois pas la nécessité c'est tout juste des dépenses de l'État qui ne font que gonfler le budget même, et tout comme le Sénat d'ailleurs, à mon avis. C'est-à-dire faire comme le Sénégal? Peut-être, mais quand j'avais vu, moi je suis assez direct dans mes propos, donc je m'excuse. Peut-être qu'aujourd'hui je vais désigner un nom, mais quand j'avais vu le président du CFM assister à l'inauguration, peut-être en tant que chef d'institution, oui, mais la sagesse aujourd'hui veut que, je pense, il aurait pu éviter d'aller assister à l'inauguration, à la pose de la première pierre lors de l'extension du port de Thomas. Parce que quelque part, la lecture pour moi en tant que simple citoyen, c'est que le CFM est déjà sous la houppe de l'exécutif, en sachant pertinemment que l'accueil au sein lors du déplacement du président à Thomas, il y avait quand même déjà le problème de la place du 13 mai. Donc, il aurait pu, si vraiment il voulait se placer en tant que réconciliateur, ne pas assister à cette pose de première pierre. Pour moi, le CFM, aujourd'hui, c'est une institution à bannir. Oui, alors en dernier point, il y a eu 3 dates fournies par la CENI. Comment voyez-vous d'abord cette réaction de la CENI de bousculer un peu les choses, ou pour vous, est-ce que c'est une pression? Qu'est-ce qui se passe réellement au pays? Il y a le mouvement qui est mené par les 73 députés. On sait pertinemment que quelque part, la HCC a débouté les 79 ou 75 députés, c'est selon. Donc la loi électorale n'est pas adoptée, du moins ce qui a été adopté par l'Assemblée nationale. À mon avis, la CENI devrait attendre quand même, parce que c'est une pression vers la Haute Cour constitutionnelle que de vouloir déjà donner une date avant l'élection qui est prévue se tenir à la fin de l'année.
Donc pour eux, déjà, quelque part, c'est pour un clin d'œil envers la HCC que si vous faites passer la déchéance, si le souci même du peuple malgache en général, de la communauté internationale est d'organiser à tout prix des élections, tout cela est faisable, que ce soit avant ou à la fin de l'année, ou pourquoi pas... c'est presque un ballon de sonde alors, tout compte fait. Pour moi, c'est cela, c'est tout à fait cela, et ils auraient pu attendre, ils auraient pu attendre... C'est peut-être parce que la communauté internationale est bel et bien présente à Madagascar qu'il faut faire valoir aussi, quand même. Non, ça c'est réel, et la communauté internationale est bel et bien présente et a son mot à dire sur la gouvernance même de ce pays. C'est pour ça que je vous ai dit, j'invite tout le monde à être lucide et aller au-delà des apparences, et surtout à aller au-delà de cette forme de paternalisme qu'on vit dans ce pays, et de prendre réellement, parce qu'on clame haut et fort notre souveraineté, pour autant que cette souveraineté, on le sait tous, pour des pays comme Madagascar aujourd'hui, ça n'est qu'un grand mot. Alors à vous entendre, à vous regarder, le monde avance et vous avancez avec, bien que vous soyez encore chômeur. Cela ne vous permet pas pour autant d'être actif dans vos pensées, dans vos idées. C'est pénible? Pénible, oui et non. Je dirais que dans tout combat, il y a toujours un sacrifice à faire. Et quand on choisit une voie facile, forcément, on a toujours une solution de facilité. Quand on aime la difficulté, j'espère qu'après, on récoltera ce qu'on aura semé, et j'espère qu'on aura mis Mme Priska quand même du bon grain, et qu'on espère récolter vraiment une bonne semence après. C'était l'Ambaro de Radrabarla, sur Alliance 92. Merci à vous encore une fois. Merci Priska, et merci très chers auditeurs.